5 objets magiques que j'ai testés en partie et qui ont complètement retourné mes campagnes? C'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Pas les gros artefacts poussiéreux et ennuyeux des manuels. Non, non, non. Ces petites pépites qui surprennent, font rire, font râler, mais qui surtout marquent les mémoires autour de la table. Alors accroche-toi bien à ton sac aventurier, parce qu'on démarre tout de suite. Salut, moi c'est Chablabla, passionnée de JDR et collectionneuse d'artefacts improbables. Si toi aussi tu veux progresser dans ta pratique du jeu de rôle, reste pour la suite et bienvenue dans En Rôle Libre. Les objets magiques, c'est l'occasion parfaite de twister une partie et de filer de nouveaux joujoux à nos PJ, notamment pour les récompenser. Mais perso, ce que j'adore, c'est quand ils ouvrent aussi des portes narratives inattendues, quitte à me surprendre moi-même. Alors bien sûr, attention, pour ça, il ne faut pas avoir peur d'improviser. Certains des objets dont je vais vous parler vont demander à ce que vous vous sentiez assez à l'aise dans votre rôle de MJ et dans votre capacité à rebondir, car ça pourra laisser beaucoup de liberté à vos joueurs et beaucoup de possibilités de partir dans des directions que vous n'avez absolument pas envisagées. Un bon artefact magique, c'est celui qui mène à des scènes de roleplay mémorables. Parce que oui, un objet qui donne +1 aux dégâts ou en persuasion, ça fait plaisir aux joueurs à l'instant où ils le trouvent. Mais avouons-le, narrativement, c'est nul, 0, c'est oubliable. Ici, je vais vous présenter 5 objets que j'ai créés, testés, et qui sont devenus emblématiques de mes campagnes. Alors pour être totalement honnête, j'ai l'impression de les avoir inventés. Mais je regarde aussi beaucoup de vidéos, donc peut-être que certaines de mes inspirations m'ont échappé. Donc si vous vous reconnaissez dans l'une de ces idées, manifestez-vous, je vous rajouterai en crédit, ou mieux, je vous invite dans un prochain épisode. Du fun et du chaos. Ha ha ha. Je pense que le mécamage est l'objet le plus fun que j'ai créé dans une campagne. Pour le coup, c'était très drôle. Le mécamage était un objet magique, de la taille à peu près d'un œuf, représentant le visage stylisé d'un sorcier, dont les oreilles étaient mobiles, c'était un objet à moitié technologique, et quand il se mettait en route, les oreilles battaient. Le but de cet objet initialement, c'était d'optimiser la magie. Donc +1 à la touche, en magie, +1 aux dégâts. Sauf que l'objet qu'ils avaient récupéré par un PNJ qu'ils avaient aidé était défectueux. Et ça, ils ont fini par le découvrir assez rapidement. Lorsqu'il jetait un sort, le mage devait le lancer un des 20. Sur 5 ou moins, le sort était mal entendu par l'objet. Il était mal compris. Donc le sort qui partait était différent. Alors, je m'étais inspirée des sorts de Donjons et Dragons, parce qu'à ce moment-là, on jouait Donjons et Dragons, et j'avais fait une liste de sorts lorsqu'il était mal entendu. Par exemple, lumière devenait gruyère, et à ce moment-là, au lieu d'avoir une lumière qui apparaissait, il y avait une meule de fromage qui tombait devant eux, super utile, mais il y avait des choses un peu plus dramatiques, dirons-nous. Il y avait par exemple épargner les mourants, qui devenait éborgner les mourants, soin qui devenait foin, aide qui devenait aile. Bon, je vous laisse imaginer ce qui se passait lorsque on lançait le sort grêle d'épines. Mais ça pouvait aussi parfois aider, puisque je me souviens qu'à un moment, alors je me souviens plus c'était quoi le sort, mais à un moment ils se sont retrouvés avec des loups de tonnerre qui étaient là pour les aider, alors que c'était pas du tout le but du sort. Mais du coup ils ont roulé sur les ennemis à ce moment-là. Alors je l'avais joué 2 fois cette campagne, donc je me souviens que sur une des campagnes, ils ont fini par faire réparer le mécamage pour qu'il marche normalement. Donc ça enlève ce côté chaotique et fun, mais c'est aussi le choix des joueurs, et puis c'était au bout de quelques sessions, donc on avait pu bien profiter de ces moments de RP incroyables déclenchés par le mécamage. Et pour les autres, ils ont décidé de retourner le mécamage contre moi. Je vous explique. Alors non pas qu'on soit en opposition, moi je ne suis pas de ces genres de MJ qui pensent qu'ils sont contre les joueurs, on travaille ensemble, mais on est d'accord que des fois le rôle du MJ, c'est de mettre des épreuves et des obstacles sur la route des joueurs. Bon là, à ce moment-là, c'est eux qui m'ont mis des obstacles. J'avais créé une prison sur une île volante extrêmement difficile d'accès. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion pour mes joueurs de faire de l'infiltration. Mais qu'est-ce qu'ont fait mes joueurs? Eh bien, ils ont lancé le sort aide jusqu'à ce qu'ils tombent sur 5 ou moins sur leur D20 et que du coup, ça se transforme en L. Du coup, ils se sont mis à voler tranquillement en direction de cette prison volante. Donc, soyez bien conscients que vos joueurs trouveront toujours un moyen
de retourner un objet magique contre vous ou votre scénario. Moi, je trouve ça super, j'adore l'inattendu, mais il faut être prêt à rebondir à n'importe quel moment. En tout cas, cet objet apporte un bon nombre de scènes de RP incroyables et fun, des fois plongeant vos joueurs encore plus dans la galère au moment où ils en ont le moins besoin parce qu'ils sont déjà dans la merde. Ou alors, à d'autres moments, ça peut aussi les aider. Le mécamage, un objet à ne pas hésiter à intégrer à vos campagnes si vous voulez un peu de chaos, des moments fun ou voire même épiques, mais en tout cas des bons moments assurés. Maintenant, si vous avez peur que ce soit un petit peu trop à gérer pour vous, vous pouvez tout à fait commencer par un objet qui a un petit peu moins d'impact sur la campagne globale et qui risque moins de vous mettre en porte-à-faux par rapport aux décisions des joueurs. Je me souviens que sur la première campagne que j'ai menée, j'avais créé la cuillère de l'interprète. La cuillère de l'interprète, c'était une cuillère en bois. Alors je ne sais même plus comment mes joueurs étaient tombés dessus, à dire vrai. Et en fait, elle permettait de traduire toutes les langues. En fait, l'âme d'un interprète était coincée dans la cuillère depuis on ne sait combien de temps. Mais vous voyez, plutôt que de donner simplement un objet qui permet de comprendre toutes les langues, non, donnez-leur un objet absurde qui peut être aussi porteur de choses intéressantes narrativement. Donc la cuillère de l'interprète était hantée par l'âme d'un interprète. D'ailleurs, les joueurs, si ça les intéresse, je me disais qu'au bout d'un moment, ils pourraient peut-être décider d'aller enquêter sur qui était cet interprète, comment il s'était retrouvé coincé là, et peut-être trouver un moyen de le libérer. L'idée, c'était qu'il n'y avait que le porteur qui entendait la voix de la cuillère, et donc les autres joueurs voyaient le porteur de la cuillère lui parler dans sa main comme ça régulièrement, échanger avec la cuillère, ou d'un seul coup tendre la cuillère vers un mur avec des inscriptions qu'il ne comprenait pas, et en fait l'interprète se chargeait de comprendre que ce soit l'écrit, l'oral, il comprenait toutes les langues. Donc voilà comment apporter finalement un objet fun à la campagne, sans que ça prête trop non plus à partir dans tous les sens pour les joueurs et que ça vous foutre en l'air votre scénario, mais en même temps c'est beaucoup plus rigolo que de donner simplement une bague de langue ou que sais-je. Du drama. Alors c'est vrai que là, les deux objets dont je vous ai parlé, on était plutôt sur des objets fun qui apportaient du chaos, de l'aléatoire, quelque chose de drôle, un petit peu de légèreté dans une campagne, ou en tout cas, de moments un peu fun. Mais les objets magiques peuvent apporter aussi des moments de RP extrêmement dramatiques. Je pense notamment à Kensai, la lame d'Amaterasu, que j'ai joué comme étant un artefact extrêmement important dans une espèce de Japon un peu féodal fantasmé, qui avait été forgé par une divinité. Et en fait, Kensai faisait déjà des gros dégâts, donc quand mes joueurs l'ont trouvée, ils savaient qu'elle faisait des gros dégâts, mais le petit twist, c'était qu'elle était extrêmement dangereuse, même pour les dieux, parce que lorsqu'elle faisait une blessure, celle-ci ne se refermait jamais complètement. Donc ça peut être super, c'était une arme incroyable que je leur avais mis entre les mains, qui pouvait vraiment tuer des dieux. Et justement, ils affrontaient des semi-divinités, donc c'était un atout incroyable pour eux. Mais il y avait un danger, puisque s'ils faisaient un 1 naturel en l'utilisant, je crois que c'était ça, je me souviens plus exactement des conditions, mais il me semble que c'était sur un 1 naturel, le joueur se blessait lui-même. Dans ce cas, il perdait 1 PV par jour, mais un PV définitif. L'un de mes joueurs, justement, l'a utilisé, a fait un 1 naturel, s'est coupé donc le doigt, j'imaginais, en la manipulant, et il se savait condamné. Donc c'était du D&D. Donjons et Dragons, donc avec des personnages qui avaient déjà beaucoup de PV, mais n'empêche que sur une campagne un petit peu longue, où on sait que les joueurs, des fois, les aventures se déroulent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et bien en fait ça va vite à 1 PV par jour. Et là on a apporté du drama, là on a apporté quelque chose qui va nourrir l'intrigue et qui va être hyper intéressante pour les joueurs et pour la campagne. Alors ça peut sembler punitif, mais en fait, il faut simplement bien communiquer avec ses joueurs. Et moi, je leur avais dit, si vous voulez, quand ils avaient trouvé Kensai, j'avais été assez transparente sur ce que faisait l'épée et que sur un 1 naturel, ils se coupaient eux-mêmes. Après, c'était facile pour eux de relier les points et de se dire, si on se coupe, nous aussi, on va perdre 1 PV par jour. Donc je les ai pas pris en porte-à-faux, je les ai pas pris en traître. Maintenant, c'est intéressant parce que narrativement, ça leur laisse le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser.
Là, ils avaient décidé d'ailleurs, initialement, de la mettre de côté, d'empêcher que d'autres tombent dessus et la prennent, mais de ne pas l'utiliser. Sauf qu'ils se sont retrouvés face à un ennemi extrêmement puissant et que l'un des joueurs a dit « je prends le risque », il a sorti l'épée. Voilà un petit peu ce que peut apporter, je trouve, un objet magique à ce moment-là. On n'est pas sur une épée qui fait juste un petit +1, un petit +2 ou même un +5. Non, il y a un twist, il y a un choix là à ce moment-là pour les joueurs et il y a une issue narrativement dramatique ou intéressante. Des débats entre les joueurs peuvent s'ouvrir. Là, à ce moment-là, même une fois qu'il a été blessé, est-ce que je le dis à mes compagnons? Est-ce que je ne le dis pas? Parce qu'il s'était coupé au doigt. Les gens pouvaient donc ne pas l'avoir vu du tout. D'ailleurs, ils ont plutôt joué cet aspect-là. Ça, c'était pour Kensai, mais c'est pas la seule épée que j'ai fait jouer en tant qu'objet magique dans mes campagnes. La campagne actuelle que je suis en train de mener, Les Piliers de l'Éther, j'en parle régulièrement sur mes podcasts, a débuté parce que mes joueurs se sont retrouvés liés à une épée qui s'appelle Sombre Nuit. Et ça, c'est l'objet suivant. Sombre Nuit est une épée forgée par une déesse et insufflée de vie par une autre, qu'elle considère donc comme sa maman. Initialement créée pour détruire le mal, imaginez qu'une épée enfermée pendant des milliers d'années, qui ne connaît pas vraiment l'extérieur et la réalité des choses, ne sait pas vraiment ce qu'est le bien ou le mal. Donc, ils se sont retrouvés liés à une épée un peu psychotique, et voilà le twist. Déjà, ils se sont retrouvés liés, ils sont ses porteurs, car étant créés par un dieu et étant faits pour être portés par un dieu, un humain n'était pas suffisant. Donc, elle a pris les 4 humains qui étaient présents à ce moment-là pour en faire ses porteurs. Comme ça, ils partagent la charge. D'autre part, elle tape fort, mais elle va puiser de l'énergie dans ses porteurs. Donc, quand elle tape, les porteurs prennent eux aussi un tout petit peu de dégâts, mais tous les porteurs. Elle a des avantages, elle peut être appelée par la pensée, mais celui qui l'appelle prend aussi des dégâts. En fait, tout est une question d'équilibre avec Sombre Nuit, et notamment, je pense que ça s'applique un petit peu à tous les objets magiques. Un objet magique trop cheaté, c'est pas drôle. Un objet magique avec un petit twist, comme le méca mage, ou des petits désavantages auxquels on s'attendait pas. Après, c'est aux joueurs de laisser le choix de l'utiliser ou pas. Donc Sombre Nuit tape fort, mais fait des dégâts à ses porteurs. Elle peut être appelée par la pensée, mais fait un dégât à la personne qui l'appelle. Et surtout, elle est psychotique. Donc elle parle dans la tête de ses porteurs et les encourage extrêmement régulièrement à tuer un tel ou un tel. Sombre Nuit est en vérité un PNJ à part entière, avec sa propre personnalité. D'ailleurs, là où j'ai été surprise, c'est que mes joueurs ont décidé de commencer à l'éduquer sur le bien et le mal. Il y en a une qui lui apprend les échecs aussi pour réfléchir, être plus posée et moins capricieuse. C'est là encore un objet magique dont mes joueurs ont un peu détourné l'utilisation pour essayer de l'améliorer, de la changer, et c'est hyper intéressant narrativement. On n'est pas sur une épée, pouf, on applique nos bonus et point. Non, là encore, on est sur un objet qui est vecteur de choix, vecteur de décision. Quand mes joueurs sont influencés par Sombre Nuit, je m'étais dit, une fois par jour, elle a le droit d'essayer de pousser un joueur à tuer quelqu'un en disant c'est lui, c'est le mal, je suis sûre que c'est un méchant, tue-le. Et elle pouvait faire ça une fois par jour. Le joueur à ce moment-là pouvait lancer un dé de sagesse ou qu'importe pour essayer de résister à cet appel. Mais ça a créé des moments de tension incroyables parce qu'ils se sont retrouvés à 2 doigts de tuer quelqu'un alors qu'eux le voulaient pas. Mais comme ils ont par exemple décidé de commencer à l'instruire, à l'éduquer, etc., je ne fais plus ce lancer-là. J'ai laissé mes joueurs influencer cet objet magique parce que c'était logique et ce qu'ils avaient fait c'était intéressant et c'était bien narrativement. Mais ça peut être aussi des objets qui ne sont pas forcément des armes ou qui n'ont pas forcément un côté fun, ludique, chaotique. Je pense notamment au dernier objet que je voulais vous présenter qui est simplement la clé. Oui, je lui ai pas donné de nom vraiment incroyable à cette clé et pourtant elle me donne du fil à retordre. C'est un objet que j'ai longtemps hésité à mettre dans la campagne parce que c'est un objet qui peut vite compliquer les choses. Donc là, c'est un objet vraiment que je conseille à des MJ un petit peu expérimentés ou qui n'ont pas peur d'improviser. Le Game Changer. La clé peut être glissée dans n'importe quelle porte et ouvrir la serrure. Simplement, elle n'ouvre pas la porte sur ce qu'il y a derrière, mais elle ouvre la porte sur une destination que le joueur
qui tourne la clé à ce moment-là choisi dans sa tête, et ça doit être une porte qu'il a déjà franchie. Là où c'est dangereux, on sait très bien dans le JDR, dans le genre de campagne, que quand on donne un moyen à nos PJ de voyager comme ça, de se téléporter en quelque sorte d'un endroit à l'autre, mais ça crée un chaos immense, parce qu'on ne peut pas savoir si demain ils seront dans ce pays-là ou qu'ils seront à l'autre bout du monde. Et ça veut dire qu'en termes de préparation, ça peut être très compliqué, ou alors il faut effectivement accepter l'inattendu et savoir rebondir, savoir un petit peu improviser. Donc là, c'est pour ça que j'avais un peu limité l'objet en disant vous devez visualiser la porte que vous avez déjà traversée et la pièce qu'il y a derrière, et quand vous utilisez la clé, il faut donc que vous soyez déjà allé à cet endroit-là. Ça limitait un peu la casse dans le sens où ils sont censés aller à un endroit, par exemple ils sont allés trouver le sanctuaire de Kalak, ils peuvent pas se dire j'imagine le sanctuaire de Kalak, paf, j'ouvre la porte, j'y suis. Non, parce qu'ils n'y sont jamais allés. Donc déjà ça limite un petit peu. Mais il faut se méfier parce que à quelques moments, ils m'ont un peu fait peur en disant « Mais en vrai, on veut aller à l'autre bout du pays. C'est la capitale. On va forcément trouver quelqu'un autour de nous dans cette ville qui est déjà allé à la capitale. On n'a qu'à lui dire d'ouvrir la porte pour nous. » Fort heureusement, ils ne l'ont pas fait. De toute façon, finalement, ils n'ont plus besoin d'aller à la capitale. Mais je veux dire, quand on fait ce genre d'objet, c'est intéressant. Ça apporte des vrais choix aux joueurs, mais c'est un objet extrêmement puissant et il faut être prêt à en assumer les conséquences. Finalement, là, ce que ça apporte à ma campagne, c'est que régulièrement, ils retournent dans leur ville de départ pour prendre des nouvelles de la ville, prendre des nouvelles des PNJ dont ils sont amis ou de leur famille, etc. et reviennent là où ils sont initialement. Ça apporte plus quelque chose de narratif, ça construit un petit peu leur histoire personnelle, mais ça va, c'est pas un objet qui jusque-là leur permet de vraiment tricher. Après, ça leur facilite grandement la vie. Ils sont déjà allés dans des villes un petit peu plus loin, et c'est vrai que ça leur a permis de faire des raccourcis, c'est-à-dire que comme ils bougent à l'échelle d'un continent, là, voire même d'un monde, ça leur permet de revenir à des endroits où ils sont déjà allés, sans avoir à refaire la route qui fait 3 semaines. Donc d'un côté, ça accélère la campagne et ça la facilite. De l'autre, attention au chaos que ça peut créer. Mais ça ouvre aussi des perspectives intéressantes. Ils ont, à un moment, voulu faire une infiltration chez une reine de la pègre. Il y en a un qui, clairement, voulait tenter de la séduire pour pouvoir aider à l'infiltration derrière. Et à un moment, je comprends pas. Il me dit, je demande s'il y a des toilettes. Ok, très bizarre, pourquoi pas. Donc on lui montre la porte des toilettes. Et en revenant, il dit à ses copains « j'ai vu la porte des toilettes. Donc si on doit s'infiltrer, en fait, avec la clé, on va pouvoir arriver directement à l'intérieur dans un endroit discret. » Et ouais, c'est vrai, super malin. Les objets magiques, ce ne sont pas que des bonus chiffrés. Ils doivent être des vecteurs d'histoire, provoquer des choix, déclencher des décisions, ouvrir des moments narratifs mémorables. Peu importe que ce soit une arme, une babiole ou un artefact étrange, tant que ça nourrit la partie. Alors la prochaine fois que vous voulez offrir un objet magique à vos joueurs, posez-vous la question. Qu'est-ce que ça apporte narrativement ? Ou qu'est-ce que ça apporte en termes de ton ? Est-ce que ça apporte de l'humour, du chaos, de drama ? Parce que si c'est juste un bonus, c'est un peu fade. Et si vous voulez vraiment filer un bonus, pensez à l'équilibrer avec un petit twist, une contrainte, quelque chose qui fait réagir. En tout cas, j'espère que les quelques objets que je vous ai présentés aujourd'hui vous auront inspiré, ou au moins fait sourire, comme ils l'ont fait avec mes joueurs et moi. Et vous, quels sont les objets magiques qui vous ont marqué, que vous ayez donné ou que vous ayez reçu ? En tout cas, laissez-moi un commentaire pour me le faire connaître. Et n'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans un autre podcast. Ou bien sûr, à poser vos questions. Merci de m'avoir écouté, c'était Chablabla pour Enrôle Libre et souvenez-vous, la meilleure façon de jouer, c'est celle qui vous rend heureux.